Le débat de ce Smart Impact, on parle de mobilité électrique des poids lourds avec Clément Leroy. Bonjour, bienvenue. Vous Merci. êtes associé chez Wavestone et Louis Dupasquier, bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directeur général d'Easy Charge. Quelques 2 minutes pour présenter vos entreprises respectives. Vous êtes déjà venu Clément Leroy, mais Wavestone en quelques mots. Alors Wavestone, cabinet de conseil européen en transformation, en technologie et en particulier sur ces sujets énergie, mobilité. Nous accompagnons nos clients à la fois énergéticiens, acteurs de la mobilité pour se décarboner, pour poursuivre la transition qui est en cours. Et alors, Easy Charge, c'est une co-entreprise, c'est ça? Alors, interne, oui, c'est une filiale du groupe Vinci, Ouais. qui a été créée en 2017 et qui est une spécialiste de la mobilité électrique et qui conçoit, construit, installe et exploite des bornes de recharge publiques sur autoroute, dans les voiries, chez les collectivités. Ouais. En fait, au sein du groupe Vinci, on a un grand nombre d'entreprises, dont Vinci Autoroute, qui s'intéressent à la décarbonation des poids lourds et à la décarbonation des véhicules électriques aussi, et qui, du coup, a fait le projet dont on va parler aujourd'hui sur la décarbonation des poids lourds. Vinci Énergie et Vinci Autoroute qui se sont associés dans le projet, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Quand on parle de transition vers la mobilité électrique dans le transport lourd, Clément Leroy, alors moi, ma première réaction, pendant longtemps, ça a été de me dire, mais attendez, c'est pas du tout adapté aux poids lourds. Est-ce que c'est déjà un point de départ daté? Alors c'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup de mobilité électrique, mais principalement de mobilité électrique légère. Oui. D'ailleurs, on peut souligner que le cap des 25% de véhicules électriques vient d'être franchi dans les nouvelles immatriculations en France. Donc on passe quand même ce cap, doucement mais sûrement. Un peu moins vite que prévu, un peu moins vite, mais voilà, un quart des véhicules mis sur le marché aujourd'hui sont électriques. Et on commence maintenant à rentrer dans cette nouvelle ère sur la mobilité lourde. Oui. Alors c'est vrai que la mobilité lourde, pendant longtemps, on a pensé que c'était une gageure, a fortiori sur les longues distances. De par les sujets de capacité des batteries, de par les infrastructures de recharge, de par évidemment le modèle économique, on va en parler je pense dans quelques minutes. Donc là ça commence à être une réalité, peut-être quelques chiffres clés pour avancer. Aujourd'hui dans le monde on a 800 modèles de véhicules électriques lourds qui sont sur le marché. Alors c'est beaucoup, 400 d'entre eux sont en Chine. Voilà, donc à nouveau la Chine fait la course en tête. Alors en Chine les bus sont électriques désormais et une grande partie des poids lourds, que ce soit de la courte distance ou de la longue distance, sont électriques. Le reste de ces 400 modèles, on en a la moitié en Nord-Amérique, la moitié en Europe. Donc là, l'Europe commence à être équipée, même si on est quand même beaucoup sur de la mobilité de courte distance. Donc des camions qu'on voit en ville, des camions qui rentrent au dépôt le soir. Et donc là, on peut imaginer se recharger la nuit quand les véhicules sont au dépôt. Là, le challenge qu'on a devant nous, c'est la mobilité longue distance. Donc les grands trajets. Et comment on recharge les batteries de ces poids lourds pour les longues distances. Et alors on va continuer d'en parler, mais je veux bien, Louis Dupasquier, que vous nous parliez de cette expérimentation qui a quand même bien avancé. Ça se passe sur l'A10 à Angervilliers. C'est quel type de recharge pour les poids lourds que vous êtes en train de mettre en place? Alors oui, juste avant de parler de ce projet, peut-être un mot sur, en complément de ce qu'a dit Clément, sur la mobilité électrique des poids lourds. En fait, effectivement, ça va venir assez vite, y compris sur les longues distances. Et le projet dont on va parler, c'est plutôt un projet d'après-demain. Demain, les poids lourds, quand ils feront des longues distances, ce sera le même système que les voitures. Ils vont se recharger sur des bornes de recharge dans des stations de recharge publiques pour les poids lourds électriques. Qui seront adaptés, spécifiques pour les poids lourds électriques, c'est ça? Exactement, notamment en termes de puissance, parce qu'évidemment, un poids lourd, c'est bien plus... Les batteries seront beaucoup plus importantes et ils auront besoin de beaucoup plus de puissance. Donc, c'est des systèmes de recharge qui iront jusqu'à 1 MW sur des bornes de recharge, comme on a aujourd'hui sur les voitures, mais avec évidemment ces puissances beaucoup plus élevées. Et donc, c'est ça qui va se déployer massivement dans les prochaines années. C'est d'abord... Donc ça c'est la priorité. Ce dont je parlais là sur l'A10, c'est le projet un système à induction. Alors comment ça marche, ça? C'est un autre système. En fait, le concept de ce système de recharge dynamique, c'est plutôt que d'avoir une grosse batterie dans le poids lourd qu'on recharge pendant que le poids lourd fait une pause sur une très grosse borne, et ben en fait on a une toute petite batterie et on alimente le moteur en continu pendant qu'il roule et on recharge la batterie en même temps. C'est un peu ça le concept. Donc pour ça, il faut avoir un système de recharge dynamique. Donc celui que nous testons sur l'autoroute A10, c'est de l'induction. Donc c'est un peu comme quand on recharge son téléphone sans contact. Alors évidemment, vous imaginez que c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus gros. Ça passe par quoi? Par les pneus? Non, ça passe par des plaques de cuivre qui sont sous la chaussée, qui émettent un champ électromagnétique qui est capté par un récepteur qui est sous le poids lourd.
donc sous le véhicule, et qui transfère la puissance électrique comme ça. Bon, vous le testez depuis combien de temps? Alors on le teste, c'est un projet qui a démarré il y a 2 ans. Il a été mis en service officieusement en avril dernier. On a fait un certain nombre de tests pour vérifier que ça fonctionnait et il est pleinement opérationnel depuis la fin de l'été. Donc ça marche. Donc ça fonctionne. Bon. On a atteint les objectifs qu'on s'était fixés aussi. On va en reparler aujourd'hui, mais un des enjeux, c'était la puissance qu'on peut justement délivrer à des véhicules pendant qu'ils roulent. Avec ce chiffre, c'est Engie qui nous donne ces informations 2024, 78 points de charge publique dédiés aux poids lourds mis en service. Et la cible, c'est plus de 13 000 en 2035. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais moi, quand j'entends alors là, je ne parle pas de l'induction, je parle du système de recharge. Le poids des batteries, est-ce qu'il y a une logique économique à mettre des poids lourds de plus en plus lourds pour qu'ils roulent électriques? Vous voyez ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, il y a quand même d'énormes progrès en termes de densification des batteries, la vitesse aussi de recharge, parce que finalement, ce qui est important, c'est la combinaison entre qu'est-ce que le poids lourd en lui-même emporte comme capacité de recharge et puis son autonomie associée. Donc ça, aujourd'hui, on commence à avoir des distances pour certains modèles de plusieurs centaines de kilomètres, sachant qu'il ne faut pas oublier dans la mobilité lourde qu'il y a les sujets réglementaires sur les pauses des conducteurs et des chauffeurs. Et donc, on peut en profiter de ces pauses pour recharger les poids lourds. Voilà, donc sachant qu'elles peuvent être fractionnées, mais au global, elles peuvent correspondre tout à fait aux 20, 25, 30, voire 50 minutes. Mais à quel point ça ralourdit un poids lourd? Alors forcément, le poids d'une batterie dans un poids lourd, c'est pas anodin. Après, il y a le tracteur et il y a la remorque en elle-même. Donc, ce qui est important pour la logistique, c'est qu'est-ce qu'on peut emporter dans les remorques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'impact direct sur la capacité des poids lourds à transporter les marchandises, sachant qu'on sait qu'il y a aussi une crise du transport et de la logistique. Et donc évidemment, cette transition qui a un coût ne doit pas impacter des transporteurs qui sont déjà fragilisés par tout ce qu'on voit, la reconfiguration des supply chains, les crises économiques, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un gros enjeu économique. Et cette expérimentation, au-delà des aspects techniques, doit aussi venir donner des réponses sur quels sont les systèmes de demain, qui doit payer quoi, et quels sont les niveaux d'investissement en termes de CAPEX, finalement, qui doivent être mobilisés. Louis Dupasquier, le modèle économique, effectivement. Alors là, je reste sur ce qui existe déjà. On est à demain, on n'est pas après-demain. Ce modèle économique de recharge rapide, de batteries de plus en plus compactes, on en est où? Alors on en est où? C'est effectivement, comme le disait Clément, c'est beaucoup plus avancé que ce qu'on imagine. Aujourd'hui, il y a déjà des véhicules, des poids lourds qui peuvent parcourir 500 km. 500, oui. Donc ce qui est le temps pendant lequel un chauffeur routier a le droit de conduire. Au bout de 4h30, il doit faire une pause. 90 km/h, 500 km, c'est le maximum. Il doit faire une pause réglementaire de 45 minutes avant de pouvoir repartir pour 4h30. Donc en fait, un poids lourd qui a 4h30 d'autonomie et qui peut reprendre 4h30 d'autonomie sur une borne de recharge pendant 45 minutes de pause réglementaire, il peut traverser l'Europe à une condition, évidemment, qu'il y ait des bornes de recharge, des stations publiques pour les poids lourds électriques. Et alors pour l'instant, on en est très loin de ce maillage de bornes. Exactement, on est au tout début. Alors au sein du groupe Vinci, on a créé une entreprise qui s'appelle Voltix, qui justement a pour objectif de développer ces stations de recharge publiques pour les poids lourds électriques. Alors la première est en cours de travaux à Vierzon. Donc on a déjà, comme vous le mentionniez, il y a Engie qui a publié des chiffres et il y a effectivement un certain nombre de points de recharge qui existent aujourd'hui. Et en fait, le modèle économique, il fonctionne en termes de coût total pour le transporteur à partir du moment où un poids lourd électrique, ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui. Les prix vont baisser parce que le prix des batteries baisse. Mais par contre, quand il l'exploite, un poids lourd électrique, ça coûte beaucoup moins cher. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas d'huile, il y a beaucoup moins de sujets mécaniques. Et surtout, comme le disait Clément, la recharge au dépôt va coûter beaucoup moins cher que le prix du diesel aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui des transporteurs et leurs clients qui ont passé des trajets à l'électrique en étant quasiment moins cher que le diesel dès aujourd'hui. Et puis, si on ne veut pas que ce soit que des poids lourds ou des systèmes chinois qui roulent sur nos routes, il faut s'en préoccuper et rapidement. C'est ce que j'ai bien compris, Clément Leroy, dans ce modèle économique, à la question des infrastructures, les bornes qu'il faut développer, qui l'assume, quoi. Qui paye pour développer rapidement ces infrastructures? Alors, il faut là aussi saluer le travail commun entre les pouvoirs publics et les acteurs privés, à l'instar de ce qui a été fait sur la densification des bornes de recharge et des stations de recharge sur les autoroutes il y a quelques années. Après le Covid, il y a un travail très important, main dans la main, entre finalement l'aménageur du territoire, les grands mouvements publics, que ce soit au niveau local et au niveau global, et les acteurs privés. Donc aujourd'hui, il y a un schéma directeur qui est en train d'être mis en place pour dire demain, finalement, où est-ce qu'on va avoir besoin de
de stations de recharge, sous quelle forme de puissance. Ce ne sera pas toujours sur les autoroutes, ce sera parfois dans les hubs logistiques, puisqu'il faudra être au plus près des entrepôts. Et ensuite, il y aura les mêmes mécaniques d'appel d'offres, de délégation de services publics, de concessions qui vont se mettre en place. Et donc, le modèle économique, on l'a déjà rodé sur les véhicules légers, donc il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas sur les véhicules lourds. Est-ce qu'il y a une pression des clients sur les logisticiens aujourd'hui pour que cette mobilité électrique lourde, elle se fasse? Évidemment, là, on va retrouver le sujet du scope 3, puisque forcément, ça rentre en compte dans les émissions, dans les bilans carbone. Et on est sur ce moment un peu particulier de cette fin d'année 2025 où il y a des forces de rappel différentes qui sont en jeu. Il y a la force des trajectoires carbone des grands acteurs du retail, de la grande distribution, de la logistique, qui continuent de vouloir avoir des ambitions. Et puis, évidemment, il y a le contexte économique. Et donc là, on est vraiment sur un frottement pour se dire finalement qui va l'emporter. Donc, globalement, il y a des grands acteurs du retail qui n'ont pas du tout remis en cause leurs ambitions pour les années à venir. Et donc, ça veut dire que ça donne un appel d'air pour les transporteurs, les logisticiens, pour qu'ils se mettent dans ce mouvement. Donc, c'est un cercle assez vertueux. L'équation économique, je l'ai dit tout à l'heure, est assez ténue, parce que forcément, ça a quand même un surcoût, en tout cas au moins à l'investissement initial. Les aides d'État, les aides européennes sont ce qu'elles sont, mais c'est vrai qu'elles ne permettent pas d'amortir le coût du tracteur, le coût du camion. Donc, c'est sûr que les mois à venir vont être assez charnière. Je reviens au système à induction qui fonctionne donc sur cette autoroute A10. Est-ce qu'il y a une question d'acceptabilité? Parce que alors là, je réagis comme conducteur. Je vais donc rouler sur une autoroute sur laquelle il y a ces plaques en cuivre. Voilà. Est-ce que c'est une vraie question, ça? Alors, c'est une vraie question, effectivement. Alors, en l'occurrence, d'un point de vue technique et scientifique, dans le projet, on a 11 laboratoires de l'université Gustave Eiffel qui nous accompagnent sur toutes ces questions-là. Pas seulement celle-là, mais il y a notamment la question des champs électromagnétiques qui pose des questions. Si j'ai un pacemaker et que je roule et que je recharge avec ce système, est-ce que ça va impacter mon pacemaker? Alors heureusement non. On a d'ailleurs eu, pour la petite anecdote, un courrier du président de la Société française de cardiologie qui nous a expliqué qu'il connaissait parfaitement les normes en matière d'émissions de champs électromagnétiques de ce type d'objet, que c'était parfaitement connu déjà parce que c'est des choses qui existent par ailleurs dans d'autres domaines, et donc il n'y avait pas de risque typiquement pour des objets électriques comme des pacemakers. Il y a aussi toutes les questions de l'impact sur la santé des champs électromagnétiques. En fait, en Europe, on a un certain nombre de normes, et en France, de respect des niveaux d'émissions de champs électromagnétiques, et notre projet respecte parfaitement ça, et donc il n'y a pas de danger pour la santé, mais effectivement, ça fait partie des choses, quand il y a une évolution technologique, il faut faire de la pédagogie. Vous allez mener les deux de front? C'est-à-dire que le système à induction et le développement des recharges, ça vaut le coup finalement, ou est-ce qu'il faut miser sur l'une des technologies? Alors non, moi je pense qu'elles sont assez complémentaires, notamment en termes de temporalité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système de recharge dynamique, il est pertinent pour réduire massivement les batteries des poids lourds et même des voitures, mais à condition qu'on installe ce système sur les principaux axes routiers français et même européens. Et ça ne va pas se faire en un instant, évidemment. Déployer des milliers de kilomètres de ces systèmes, c'est plutôt un horizon après 2040 ou 2050. Et évidemment, on ne peut pas attendre ces horizons-là pour les enjeux climatiques. Donc, il faut décarboner les poids lourds et les électrifier dès maintenant. Donc, nous, notre vision chez Vinci, c'est que ça va d'abord démarrer par des systèmes de recharge statique avec des grosses stations de recharge pour les poids lourds électriques, exactement comme on a déployé ces systèmes-là pour les voitures. Mais dans un deuxième temps, ça paraît très intéressant de conserver des projets de ce type-là, qui pourront peut-être se déployer d'ailleurs par des logiques de corridor. On va peut-être commencer par des tronçons d'abord, là où il y a le plus de trafic poids lourd intensif, qui pourrait être intéressant d'équiper ces premiers tronçons. Donc ce sera des solutions complémentaires. Et notre philosophie, c'est qu'à long terme, cette solution-là, elle est très pertinente parce qu'elle permet c'est une question même de souveraineté, puisqu'on va avoir besoin de moins de batteries avec ces solutions-là, et donc moins de dépendance à la Chine, puisqu'on sait que c'est la Chine qui est aujourd'hui l'essentiel des producteurs de batteries. C'est effectivement un autre enjeu majeur. Et puis il y en a un autre, c'est aussi le fait que ce type d'innovation, ça fait rêver, et on a besoin d'être dans un narratif positif quand on parle de l'avenir et de la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact, c'est le grand entretien de l'émission.